Bonjour et bienvenue à cette session bonus de notre séminaire en ligne « Ne méprise pas ta jeunesse ». Aujourd'hui, nous allons parler d'écologie. Alors oui, c'est un terme dont on entend trop souvent parler ou parfois, à mon goût, pas assez. Ça ne peut intéresser pas grand monde et ça peut sembler aussi barbant. Mais nous, à la Moisson, nous avons la conviction que l'écologie, l'environnement, c'est l'affaire de tous. Et nous allons en parler ensemble, en toute simplicité, avec des mots simples pour que tu puisses comprendre. Et pour nous, les personnes qui croient en Dieu doivent être ceux-là qui doivent faire attention à la création de leur Père. Si toi qui me regardes, tu es chrétien, je m'adresse à toi. Nous avons trop souvent tendance à oublier que la première mission qui a été donnée à l'homme, la première mission qui a été donnée à Adam, était de cultiver et de garder. Et si tu lis un peu ta Bible, tu sais que le psalmiste glorifiait Dieu pour sa création. Et pour n'en citer qu'un de psaume, je citerai le psaume 104, que je t'invite à lire en entier. Certains d'entre vous me diront, nous sommes passagers sur la terre. On va tous mourir de toute façon. Et oui, c'est vrai, on n'est pas éternel, on va tous mourir. Et on ne sera pas là forcément pour voir les générations futures. Mais je réponds que cette phrase est égoïste. Parce que tu vas laisser cette planète à quelqu'un. Et je vais poser une question. Qui d'entre nous, en sachant qu'il va devenir propriétaire d'une maison dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 20 ans, s'amusera à négliger, à abîmer, à dégrader l'appartement et l'habitat dans lequel il est maintenant? Même si j'ai le projet d'avoir une maison, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, d'acheter un château, même un pavillon, je nettoie ma maison, je la range, j'en prends soin et je l'entretiens. Je vais donner un autre exemple. Imaginons que j'ai un père fortuné, un père qui est PDG, président d'un immense conglomérat international et que je sais que j'en serai l'héritière un jour. Mais à mes 18 ans, il décide de me donner une succursale à gérer. Est-ce que vraiment, en attendant d'être héritière de tout le conglomérat, je vais m'amuser à saccager, à abîmer cette succursale ou en prendrai-je soin? Et est-ce que je ferai de mon mieux pour la faire fructifier afin que lorsque mon père me demandera des comptes, je pourrai dire que j'ai accompli la mission qu'il m'avait donnée? Eh bien, c'est pareil pour notre planète Terre. Parce que c'est là que nous y vivons. Nous naissons, nous nous marions, nous voyageons et nous profitons de tout ce qu'elle a à nous offrir. La création, la nature elle-même est une source vitale pour l'homme, pour nous. L'eau que nous buvons, l'air que nous respirons, le vent, la pluie, le soleil qui se lève et toutes les espèces vivantes forment un tout bien équilibré et qui cohabite parfaitement ensemble. Et c'est ce qu'on appelle la biodiversité. Alors vous allez me dire, mais de quoi elle me parle? De quoi elle me parle? L'écologie, l'environnement, la planète Terre, la biodiversité. Justement, on va en parler ensemble avec un invité surprise. Nous parlerons du rôle de l'homme. Quelle part, toi qui regardes cette vidéo, tu as à jouer? Nous allons maintenant appeler mon invité surprise. Et voilà mon invité surprise. C'est mon amie Karima. Bonjour, enchantée. Bonjour Karima. Alors Karima est la créatrice d'une association qui s'appelle Ambassadors, qui est une association qui veut sensibiliser et parler et mettre en avant et en valeur l'écologie et l'environnement. Est-ce que je te laisse te présenter? Oui, donc je m'appelle Karima. En fait, j'ai créé l'association Ambassadors qui vise à remettre la nature au sein de notre vie, que ce soit dans notre vie de tous les jours, dans notre entreprise, au sein des collectivités, au sein des écoles. Et donc, voilà, mon objectif, c'est de sensibiliser les gens et de parler de l'écologie le plus souvent possible. Super. Sans que ce soit un truc de fumiste ou de personnes voilà, à l'ouest. Donc, ça nous concerne tous. Parce que c'est l'affaire de tous. Exactement. C'est vraiment l'affaire de tous. Comme elle a dit, ce n'est pas quelque chose qui est lointain. Ce n'est pas quelque chose que tu ne peux pas comprendre, auquel tu n'as pas accès. C'est l'affaire de tout un chacun. Et nous allons faire de notre mieux pour pouvoir t'expliquer de quoi il s'agit. Alors l'écologie, qu'est-ce que c'est? Alors l'écologie, en tant qu'idée scientifique, en fait, c'est ce qui permet d'étudier les êtres vivants dans leur environnement.
après en tant qu'idée politique, sociale, c'est ce qui permet de protéger en fait toutes les espèces au sein de l'environnement et de vivre dans cet environnement de manière à résister au choc, de manière résiliente et de façon pérenne en fait, pour pas que ça nuise aux générations futures, etc. D'accord. Et il y a ce terme que j'ai utilisé tout à l'heure, la biodiversité. Qu'est-ce que c'est? Alors la biodiversité, c'est la variété de vie sur Terre en fait. On est tous différents. Il y a les êtres humains, il y a les animaux, les plantes, les microbes, les champignons, les reptiles, les poissons. Voilà, c'est toute forme de vie sur Terre. Et du coup, voilà, ça constitue la biodiversité. D'accord. Et qu'est-ce que c'est qu'un écosystème? Parce qu'on en entend souvent parler de ce mot et on ne comprend pas forcément. Est-ce que tu peux nous expliquer simplement ce qu'est un écosystème? Alors, un écosystème, en fait, c'est un ensemble des êtres vivants que l'on peut observer dans un certain environnement, un certain milieu. Donc cet écosystème, il peut être par exemple l'écosystème des forêts, l'écosystème des océans, avec les poissons, etc. et toute leur chaîne alimentaire. Voilà, en fait, un écosystème, c'est vraiment la variété de toutes les formes de vie qui sont au sein d'un même milieu et qui interagissent entre eux. Ah, d'accord, ok. Voilà. Alors, est-ce que nous, en tant qu'hommes, en tant que Homo sapiens, on est dans cette biodiversité? Est-ce qu'on fait partie d'un écosystème? Bien sûr, complètement en fait. On interagit justement au sein de cet écosystème. Et d'ailleurs, notre impact au sein de ce système et de cet environnement est un peu difficile. Ah bon? Ah ben, on va en parler tout à l'heure. Et pourquoi est-ce que c'est si important l'écologie? Pourquoi est-ce qu'on en entend autant parler? Pourquoi est-ce que c'est si important de préserver cette biodiversité, donc ces interactions entre les espèces? Alors, en fait, il faut savoir que la Terre, notre environnement nous fournit un tas de choses. Notre nourriture, nos médicaments par les plantes, des animaux, des champignons, des poissons, etc. En fait, ça nous fournit tout ce dont on a besoin. Le bois, le coton, le lin pour s'habiller, etc. Même là, maintenant, on est dans la nature, c'est l'oxygène, ça nous vient des arbres et des feuilles. Exactement, exactement. Donc c'est hyper important en fait. En tant qu'être humain, on est complètement intégré dans cet environnement et c'est juste indispensable de pouvoir le préserver autant que faire se peut. D'accord. Et j'ai entendu parler de biomimétisme. Alors, ça a à voir normalement avec la biodiversité, comme on vient d'expliquer, les différents êtres vivants, l'interaction et tout ça. Mais qu'est-ce que c'est concrètement le biomimétisme? Alors, le biomimétisme, en fait, c'est le fait de observer la nature et d'en apprendre un maximum pour essayer de le dupliquer soit dans notre vie de tous les jours, soit dans nos entreprises, soit dans nos écoles. Essayer de voir en fait comment l'écosystème naturel fonctionne pour pouvoir le transposer à notre vie en tant qu'humain pour éviter un maximum notre impact sur l'environnement. D'accord. Voilà. Est-ce que... Ah, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu il n'y a pas longtemps. C'est comme au Japon, je crois, le TGV japonais dont on... Oui, exactement, le Shinkansen, exactement. Ça s'appelle le Shinkansen. C'est ça. Le Shinkansen. Tu veux en parler? Pourquoi pas? Alors, en fait, au Japon, c'est des férus de technologie, donc ils aiment beaucoup essayer de trouver un moyen d'acheminer leurs habitants le plus rapidement possible à des points... à des points clés. Et donc du coup, en termes de développement de leur ligne de TGV, de train à grande vitesse, ils ont rencontré une problématique. Et cette problématique, en fait, c'est que ces trains-là faisaient beaucoup trop de bruit. Ils passaient par les villes, les agglomérations, et surtout, quand ils rentraient dans des tunnels, ça faisait vraiment un boucan pas possible. C'est ce que j'ai lu, ouais, exactement. Et donc du coup, un ingénieur ferroviaire a eu l'idée d'observer la nature. Et en fait, il s'avère que l'oiseau, le martin pêcheur, il pêche ses poissons en fait, qui rentrent à toute vitesse dans l'eau et il ne fait aucune vague, aucun bruit. Incroyable. Et donc du coup, il s'est vraiment inspiré de cet oiseau-là et de la forme de son bec. D'accord. Donc ils ont dupliqué et transposé
sur l'avant du TGV. Et donc du coup, voilà, ça a réduit drastiquement les nuisances sonores que ça pouvait impliquer. La pollution aussi. Exactement. Ouais, et le risque d'explosion qu'il y avait quand ils passaient sous les tunnels. C'est ça. Et du coup, a été complètement réduit à néant. Il y avait un autre exemple aussi avec le geckskin qui est tiré en fait du gecko, qui est comme le lézard en fait qui est souvent dans les pays chauds, dans les maisons et sur les plafonds. Et ils ont en fait voulu comprendre comment cet animal en fait pouvait se tenir sur les plafonds sans tomber. Et donc ils ont utilisé, en fait ils ont reproduit ce qu'il y avait sous ses pattes et ils en ont fait un adhésif en fait sec qu'on utilise aujourd'hui pour par exemple accrocher nos télés sur les murs. Ah oui. Donc c'est vraiment le biomimétisme, c'est justement profiter de cette biodiversité, profiter de ce que la nature nous offre, la création, en fait de regarder autour de nous et de s'inspirer en fait de ce que la nature a déjà fait et vit déjà pour l'appliquer en fait dans notre quotidien d'humain. Et c'est ça qui est génial. Mais j'ai entendu aussi parler de la survie des espèces, à quel point préserver la biodiversité était importante pour la survie de toutes les espèces. Pourquoi est-ce que c'est important que toutes les espèces survivent? S'il y en a une qui disparaît et une qui reste, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que ça change en fait? Alors, en fait, il faut savoir qu'on est dans un système qui est vraiment interdépendant. Donc vraiment, chacune des espèces, si elle a la moindre chose qui lui est impactée, que ce soit au niveau de son environnement, au niveau de sa manière de manger ou au niveau de la température, ça peut avoir toute une cascade de répercussions, que ce soit dans sa vie, mais aussi dans la vie des autres espèces qui sont interdépendantes au niveau de la chaîne alimentaire, etc. Au sein d'une même espèce, s'il y a un certain déséquilibre, ça peut avoir des conséquences et des impacts qui sont vraiment... Sur les autres espèces. Exactement. Oui, c'est ce que j'avais vu lorsque j'avais regardé un documentaire. Il nous expliquait que, en fait, la chasse excessive des lions ou des grands fauves, en fait, ça peut provoquer une surpopulation des espèces herbivores, c'est-à-dire que eux, on sait qu'ils chassent les gazelles et tout, etc. Et du coup, s'il y a beaucoup de gazelles et qu'il y a beaucoup d'espèces herbivores, ben, ils vont manger toute l'herbe. Ça va créer en fait ce qu'on appelle une désertification, c'est ça. Ça veut dire que bah, y aura plus d'herbe à manger et du coup, ça va avoir de l'influence sur toutes les autres espèces de la savane qui du coup dépendent de cette herbe, qui dépendent en fait de la faune et la flore. Donc en fait, le moindre mouvement qu'on a sur une espèce ou sur un environnement, ben, ça agit sur les autres espèces. Et surtout que souvent j'entends ce discours que s'il n'y a plus d'ours polaires, en fait, en quoi ça me concerne? Parce que moi, je suis en France. S'il y a la fonte des glaces, en quoi ça me concerne? Parce que moi, je suis en France. Mais en fait, il ne faut pas oublier que la nature entière est interdépendante. Et même nous sommes hommes et nous avons cette domination, hein, il faut le dire, sur la nature et sur la création. Mais ça ne nous empêche pas, comme on a dit au début, de faire partie de l'écosystème, de faire partie de toute cette biodiversité. Et c'est notre devoir, en fait, de la respecter et surtout de prendre en compte le fait qu'il faut qu'elle reste équilibrée. C'est ça, exactement, d'assurer cet équilibre. J'ai envie en fait de vous partager l'histoire des chameaux en Australie. En fait, il faut savoir qu'en Australie, quand ils ont commencé à coloniser voilà, le pays, qu'ils ont commencé à construire le pays, ils ont amené vraiment différentes espèces, des chevaux, des chameaux, etc. Et donc du coup, quand ils ont eu fini avec toute leur construction et que c'était bon pour eux, ils ont laissé en fait ces populations d'animaux à l'état sauvage. Donc ça fait qu'ils se sont multipliés dans le pays. Et donc la multiplication des chameaux, des chevaux, etc. ça fait que en termes de ressources naturelles, voilà, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de boire. Donc voilà, ils étaient en train de manger, on va dire, toute la... ils étaient en fait en train de consommer toutes leurs... les ressources, toutes les ressources, exactement. Et donc du coup, pour remédier à cela, le gouvernement australien a décidé vraiment de tuer ces animaux-là. Ah bon? Ouais. Carrément? Ouais, de tuer ces animaux-là. Et ils offraient d'ailleurs des récompenses à toute personne qui pouvait justifier de la mort de ces animaux. Il n'y avait pas d'autre solution? Ouais, en fait, les solutions précédentes qu'ils ont utilisées, c'était de mettre des produits chimiques dans l'eau.
Sauf que pour arriver jusqu'à tuer les chameaux et les chevaux, il y a toutes les autres espèces qu'on tuait dans l'eau, bien sûr. Voilà, exactement. Donc vraiment, d'où l'importance et l'intérêt de protéger les espèces. Et de respecter cet équilibre en fait, de ne pas faire ce qu'on veut, placer les espèces ici, en tuer une, en garder une, en favoriser une autre au détriment d'une autre en fait. C'est ça, tout à fait. Alors là, j'apprends quelque chose. Et donc du coup, ce qu'on disait, l'homme dans tout ça, il est omniprésent dans presque toutes les chaînes alimentaires sur Terre. Vraiment. Mais en fait, on ne dépend pas uniquement des écosystèmes pour manger, comme on a dit tout à l'heure, notre oxygène, nos médicaments, les matériaux de construction, l'épuration des eaux qu'on boit, la pollinisation. Vous savez que les abeilles, elles sont hyper importantes. C'est grâce à elles qu'on a la pollinisation pour les fraises, pour les pommes, pour énormément de choses. Il n'y a pas que le miel en fait. Donc la pollinisation, la régulation du climat, tout ça en fait, ça dépend de l'équilibre de l'écosystème, dans de l'équilibre et du respect qu'on a de la nature, des milieux donnés, des habitants dans chaque milieu donné. Et donc on a intérêt à ce que nos écosystèmes soient le moins possible perturbés. C'est ça. Mais malheureusement, la population mondiale croissante, en soi, ce n'est pas un problème. Ce qui est le problème, c'est que la population mondiale, en grandissant, a de plus en plus de besoins, mais parfois ce ne sont pas des besoins vraiment nécessaires. On est vraiment dans de l'achat, dans de la consommation, on est dans des besoins de luxe, on est dans une recherche du soi, et en fait, on affecte un petit peu nos écosystèmes, et les conséquences se voient vraiment à tous les niveaux. Exactement. Et on va pouvoir en parler maintenant. Tout à fait. Alors du coup, quel est le constat du monde actuel? Comment peut-on observer en fait ces déséquilibres dont on parlait tout à l'heure? Alors, on peut observer ces déséquilibres en regardant la Terre tout simplement et la nature à différents niveaux. Il y a l'expert et ingénieur à ce sujet qui s'appelle Jean-Marc Jancovici qui dit que depuis un siècle, en fait, l'homme a acquis la capacité de modifier la Terre à l'égal des grands phénomènes géologiques. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est très fort. Donc ça veut dire que l'homme a acquis la capacité en fait de impacter la planète comme si c'était un tremblement de terre. C'est ça. Comme si c'était une éruption volcanique. Oui, tout à fait. Donc c'est dire vraiment le pouvoir que l'homme peut avoir au sein de son environnement et un pouvoir néfaste. Voilà, on peut dire que la biocapacité, elle est vraiment en berne. Elle est vraiment, c'est catastrophique. Biocapacité, ça veut dire quoi? Alors, la biocapacité, en fait, c'est la capacité de la Terre à pouvoir encaisser le fait de gérer les déchets, à encaisser le fait d'exploiter à outrance les ressources naturelles. C'est tout ça, en fait. La biocapacité, c'est vraiment la capacité de la Terre à encaisser toutes les problématiques engendrées par l'humain. D'accord. Et on parle aussi d'empreinte écologique. C'est quoi l'empreinte écologique? Alors justement, l'empreinte écologique, c'est le fait que l'être humain ait un impact sur l'environnement. D'accord, oui. Au niveau des déchets, au niveau de l'exploitation des ressources et à tous ces niveaux-là. Ah oui, tout à fait. Et justement, les ressources qu'on prélève et tout ça, les dégradations multiples qu'on peut faire, c'est ce qui constitue notre empreinte écologique. Ça veut dire moi, mon tri à la maison, c'est mon empreinte écologique, n'est-ce pas? La voiture que je choisis, c'est mon empreinte écologique. Tout à fait. D'accord. Et du coup, on peut constater en fait cet impact écologique, cette empreinte écologique, cet impact en observant donc les 6 parties qui composent le monde, n'est-ce pas? Et donc la première partie, c'est la lithosphère. Alors tu vas nous expliquer ce que c'est. C'est quoi la lithosphère? Alors la lithosphère, en fait, c'est quand on observe la croûte terrestre. En fait, c'est toutes les ressources que la Terre peut nous fournir, que ce soit au niveau du pétrole, des minerais, etc. Et on sait très bien que l'être humain, en fait, exploite à outrance cette ressource naturelle, Tout à fait. comme par exemple pour le pétrole. Oui. Et en fait, il faut savoir que pour une capacité de pétrole qu'on trouve dans le sol, on en consomme déjà 6. Donc ça veut dire que en fait, c'est comme si on vit à découvert en fait. Oui, complètement. On vit à découvert parce que si on en trouve un, on en a consommé 6, donc on est en permanence en surconsommation en fait. Ouais. Et le banquier, il n'est pas d'accord. Ah, il n'est pas content.
Et du coup, il y a cette deuxième partie qui est l'hydrosphère. Ouais, Qu'est-ce que c'est que l'hydrosphère? Alors, l'hydrosphère, il y a hydro, donc on peut deviner comme ça, c'est les ensembles des eaux qui sont sur la planète. Ah oui. Donc il faut savoir que le constat est catastrophique au niveau des eaux sur la planète. Que ce soit le fait qu'il y ait une pollution de plastique, même un continent, on l'appelle le 7e continent. Oui, le 7e continent. Voilà, de plastique, c'est qu'il y a des tonnes de plastique qui sont déversées dans les eaux, ce qui influe sur toute la chaîne alimentaire qui se trouve dans les eaux, que ce soit les poissons, les baleines, les tortues, etc. Oui. Et en bout de chaîne, qui se coltine tout ça, c'est nous! C'est nous! Voilà, avec ce qu'on mange et avec ce qu'on boit, voilà. Ça, voilà. Et on disait que justement l'hydrosphère, la catastrophe en fait qu'il y a au niveau des eaux, c'est que le réchauffement climatique, les températures qui augmentent font qu'il y a des étangs qui disparaissent, des fleuves qui disparaissent, une évaporation pardon, des eaux vraiment incommensurables. Il y a une acidification de l'eau que nous buvons. Il y a aussi en fait des zones complètement mortes. Des zones complètement désertes et il y a aussi cette comme on parlait tout à l'heure de surconsommation. J'avais regardé un reportage sur la surpêche en France. Le fait qu'on consomme chaque jour, on veut consommer du frais, les gens vont acheter à la criée comme dans le temps. Mais malheureusement, déjà de 1, les Français ne mangent pas tant de poissons que ça. De 2, c'est assez cher. Et dans ce documentaire, en fait, on déclamait et on déplorait le fait qu'il y avait des tonnes de poissons jetés par jour. Parce qu'en fait, on surpêche, on pêche énormément, mais en fait trop pour le peu de consommation en fait qu'on a, et comme on peut pas les remettre à la mer parce qu'ils sont déjà morts, en fait on les jette. Alors j'ai vu que ça pouvait aller jusqu'à 3 ou 4 tonnes de poissons sur lesquels on met de l'eau de javel, qu'on jette à la poubelle, qu'on brûle, et ça met en péril déjà tout un écosystème, et je trouve simplement que c'est du gaspillage, et ça m'étonne pas que le banquier ne soit pas content. Il y a cette troisième partie qu'on appelle la cryosphère. C'est ça, en fait la cryosphère c'est l'ensemble des glaces. Et on sait très bien en fait qu'il y a une catastrophe à ce niveau-là, c'est que les glaces ils fondent de plus en plus rapidement. D'ailleurs, il y a eu les problématiques de sécheresse et de feu en fait. Tous les feux qui ont été déclarés, que ce soit en Australie, que ce soit aux États-Unis, ça a vraiment multiplié le facteur de la fonte des glaces. Donc vraiment, on est dans un constat très alarmant à ce niveau-là. D'accord. Il y a aussi l'atmosphère, ça on connaît quand même l'atmosphère. Exactement, l'atmosphère en fait, le constat c'est qu'il y a une grande pollution. Il y a une énorme pollution au niveau de l'atmosphère, il y a une énorme pollution qu'on rejette, que les usines rejettent, le dioxyde de carbone, etc. Donc ça fout en l'air des millénaires en fait d'écosystèmes et d'équilibre au niveau des azotes, au niveau de l'oxygène, au niveau du carbone. Et tout ça, du coup, ça a une conséquence. Au niveau des mers, ça entraîne l'acidification des mers et des eaux. Et donc la disparition de certaines espèces de poissons. Et même au niveau de l'air, on peut remarquer que l'air que nous respirons est de plus en plus pollué. Parfois, il y a des gens qui développent des cancers du poumon et des maladies qui n'ont pas du tout, qui ne sont pas dues au fait qu'ils fument ou quoi que ce soit. C'est juste que la qualité de l'air se dégrade de plus en plus, surtout dans les grandes villes. Ça devient vraiment catastrophique. Il y a aussi la couche d'ozone en fait. Et en fait, celui qui a créé cette terre, en fait, il l'a fait tellement parfaitement qu'il a prévu une couche pour la protéger, parce que tout autour dans l'univers il se passe énormément de choses, et il a prévu une couche pour protéger cette planète, et nous par nos actions et par notre négligence en fait on est en train de creuser un trou à l'intérieur et de s'exposer tout simplement au danger. C'est ça. Donc il y a aussi cette cinquième partie qu'on appelle la biosphère. Qu'est-ce que c'est la biosphère? En fait la biosphère c'est l'ensemble des êtres vivants. D'accord. Et donc du coup il y a eu un constat, une étude qui a été réalisée où en fait il y a en moins de 50 ans et du coup l'être humain a causé la disparition de près de 60% des êtres vivants qui sont sur Terre. 60%, enfin je sais pas si c'est énorme, 60%. C'est juste énorme. Tous les êtres vivants confondus. Voilà, les poissons, les oiseaux. Tout, vraiment. Et donc du coup c'est vraiment catastrophique. C'est à se dire si il restera des animaux et des poissons pour les générations futures. Enfin, voilà. Oui, c'est ça. C'est à se poser la question. C'est ça, pour les générations futures, les enfants qui voudraient découvrir la faune et la flore.
Moi, quand j'étais enfant, que dans le zoo. Mais c'est ça, moi, quand j'étais enfant, c'était pas dans le zoo, en fait, c'était à l'extérieur. On avait vraiment l'oiseau qui chantait le matin, quand on se baladait près des étangs, près des lacs et tout, etc. On pouvait voir les poissons, l'eau était claire, on pouvait les toucher, on pouvait jouer, on pouvait vraiment observer la faune et la flore. Moi, quand j'étais petite, à l'école primaire, on allait cueillir les champignons. On allait cueillir les champignons, on allait ramasser des feuilles, enfin, il y avait tellement de choses à explorer. Et vraiment, moi, mon souhait, c'est que la génération future, mes enfants, puissent profiter en fait de cette magnifique création dont moi j'ai profité, sinon ce serait égoïste. Exactement. Et la dernière partie, c'est la pédosphère. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est? La pédosphère, c'est l'ensemble des sols, c'est-à-dire que quand on cultive, un agriculteur, voilà, il cultive à travers ses sols. Et il y a un constat qui est encore une fois alarmant, c'est que on utilise tellement d'engrais chimiques, de produits chimiques, de pesticides, de glyphosate, de néonicotinoïdes qui tuent les abeilles et qui tuent aussi nos sols, que au bout d'un moment, le sol n'a plus la capacité de se régénérer. Et il est plus fertile. Voilà, il est plus fertile. Et donc, du coup, on va manger que des choses qui sont en fait fabriquées dans des laboratoires. C'est ça. On mange plus rien qui pousse réellement de nos sols. On a des choses qui sont mises dans des serres, qui sont surmédicamentées, les antibiotiques, les OGM, etc. Et en fait, après, nous, comme on a dit, le dernier maillon de la chaîne, c'est nous. Exactement. Voilà, comme on est très intelligent. Tout à fait. Mais alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Que faire en fait face à tout ça? Qu'est-ce qu'on peut poser comme acte qui pourrait vraiment nous aider à, on va dire, limiter la casse? Limiter la casse. Ouais, limiter la casse, parce que en fait, on a déjà inscrit tout ce qui va se faire pour les 20 prochaines années. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer d'atténuer au maximum possible notre impact. Donc, la première chose que je conseille de faire, en fait, c'est déjà de s'informer. Exactement, en fait, c'est hyper important de pouvoir s'informer, de savoir le monde dans lequel on vit, dans lequel on interagit, dans lequel tous les écosystèmes sont interdépendants. Donc, c'est la base des choses pour moi, c'est qu'il faut vraiment savoir, en fait. Savoir, parce que du coup, on partage la même maison. Oui, c'est vrai. On respire le même air, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Et à partir de ce postulat, on peut en fait prendre conscience de notre impact sur l'environnement. Oui. On peut se dire que, tiens, j'ai quand même un rôle à jouer dans cette histoire-là, même si aussi minime soit-il, les montagnes sont construites de petites pierres. Oui. Et Rome ne s'est pas faite en un jour. Exactement, oui, c'est vrai. Donc en fait, c'est petit à petit, c'est prendre conscience de notre environnement, c'est s'informer, c'est rencontrer des gens qui sont acteurs de cette société et même voir en fait les marques qui travaillent là-dedans. Oui. Exactement. Surtout de vraiment prendre conscience de l'interdépendance, parce que quand on parle de ça depuis tout à l'heure, on parle des poissons, on parle des ours, on parle des oiseaux, vous pouvez vous dire mais en quoi je suis concernée? Et vraiment prendre conscience qu'on interagit avec toute cette nature, comme on a dit, qui nous donne de quoi manger, de quoi boire, on respire, on s'émerveille, on a la pluie qui tombe, on a le vent, on a les nuages, on a les saisons. Mais tout ça, ça fait partie de l'écosystème. De vraiment se rendre compte de l'interdépendance qu'on a, que vraiment les actions qu'une personne pose à l'autre bout du monde peuvent influer jusqu'à nous. D'ailleurs, la preuve en est, c'est l'époque dans laquelle nous sommes maintenant n'a pas commencé en France, ça n'a pas commencé aux États-Unis, mais l'époque dans laquelle nous sommes maintenant a commencé dans un autre pays. Mais ce qui s'est passé là-bas a eu un impact sur la planète tout entière. Et il est important qu'on puisse vraiment comprendre cette indépendance en fait entre nous, êtres humains, mais vraiment entre les espèces. Voilà pourquoi je vais vous donner l'exemple en fait de l'effet papillon. Vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est l'effet papillon? En fait c'est un météorologue qui s'appelle Edward Lorenz qui a créé cette théorie et qui a posé cette question: est-ce qu'un battement d'aile au Brésil peut causer un ouragan au Texas? Dans le sens où pour lui, en fait, il suffit de modifier un tout petit paramètre en fait en termes de météo, et en fait ce paramètre qui va s'amplifier progressivement va avoir un impact en fait à l'autre bout du monde. Mais on peut prendre en fait cet effet papillon au-delà de la météo et l'utiliser justement dans la notion des sciences humaines.
comme avec la situation que nous vivons actuellement, dans la société, dans la politique, mais surtout à l'environnement. Donc l'effet papillon, c'est un peu l'effet boule de neige, comme on le connaît. Et par exemple, l'utilisation en Europe de bains moussants et de beaucoup de pesticides, comme on vient d'en parler, ça engendre en fait la destruction des ours polaires au Groenland. Vous allez me dire, mais comment ça, moi, mon gel douche et mon bain que je prends à la maison, ça va influencer les ours polaires au Groenland? Eh ben oui, parce que les toxines qu'on libère dans l'environnement, ils voyagent sur des milliers de kilomètres, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans l'air, que ce soit par nos déchets plastiques. Et en fait, quand ça pollue les eaux, ça s'accumule en fait dans l'eau, ça s'accumule dans les graisses de poissons ou dans les phoques, et eux-mêmes qui sont mangés par les ours font que les ours en fait ils tombent malades. Et en fait, ça détruit toute une espèce. Et nos choix écologiques, nos choix sociétals, nos choix environnementaux ont de l'influence à l'autre bout de la planète. C'est l'effet papillon. Du coup, une fois qu'on a pris conscience de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en fait, à partir du moment où on prend conscience de tout ça, on a connaissance de ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Et donc du coup, ça permet de s'éveiller et de se libérer de certains paradigmes. Le consumérisme, le productivisme à outrance, le fait de vraiment être dans cette optique capitaliste. Donc vraiment, il faut sortir de ces carcans-là et du coup s'éduquer petit à petit. Je ne dis pas que tout va se faire d'un coup. Il faut vraiment commencer à son niveau, faire comme on peut avec ce qu'on a, avec ses propres moyens. C'est ça. Et d'ailleurs, c'est quand on a le moins de moyens qu'on est le plus créatif. Oui, donc vrai, vraiment, c'est quand on fait travailler son imagination qu'on peut avoir des idées qui sont intéressantes, mettre en place des actions vraiment concrètes pour agir au quotidien. Et donc du coup, pour moi, en fait, cette prise de conscience, elle passe par une expérience émotionnelle correctrice. En fait, l'expérience émotionnelle correctrice, c'est en fait quand on a un certain événement qui nous arrive, ou alors quand on voit une image choc et qu'on se dit « Ah, plus jamais ça ». Plus jamais ça, du coup, ça engendre un changement, en fait, dans nos comportements, dans nos modes de vie. Donc voilà, pour moi, ça passe éventuellement par le fait de traverser cette expérience émotionnelle correctrice. D'accord. Et en fait, je vous invite d'ailleurs à expérimenter une expérience émotionnelle qui peut être correctrice pour vous. Il y a un certain monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Gou, qui a travaillé sur le fait que des astronautes, quand ils sont envoyés en mission, du coup en dehors de notre planète Terre, voilà, ils travaillent pendant des mois et des années sur cette mission-là. Ils sont là à fond vraiment pour pouvoir mettre en place leurs actions et leurs travaux. Et à partir du moment où ils sont lancés au niveau de l'espace et qu'ils commencent à regarder la planète, en fait, chaque astronaute a eu un témoignage vraiment profond et puissant qui fait que vraiment ils prennent conscience du fait que notre Terre, en fait, c'est vraiment une maison commune. C'est vraiment quelque chose qu'on doit chérir et préserver. Ils prennent conscience de cette universalité, du fait que vraiment on est tous interdépendants et on est tous, on va dire, voilà, je vais utiliser un mot, frères en humanité, ça fait un peu gnangnan, mais c'est la vérité. Mais c'est vraiment la vérité, c'est que vraiment on est d'une même famille en fait. Et il faut vraiment prendre soin les uns des autres, mais aussi prendre soin de notre maison commune. Oui, donc, la maison commune, c'est ça en fait. Voilà, et donc du coup, je vous invite en fait à aller sur son site internet qui s'appelle One Home. Un soir, vous pouvez éteindre la lumière et regarder la vidéo et vous mettre en fait dans les bottes d'un astronaute pour pouvoir expérimenter vraiment cette expérience unique. Qui peut vraiment changer votre point de vue sur comment appréhender les choses et prendre un peu de la hauteur en fait par rapport à tout ça et agir tout simplement. J'en viens du coup à mon second point en fait, en dehors de la prise de conscience, du coup quand on prend conscience, on peut agir. On ne peut pas se mettre des œillères et du coup se dire non, on ne va pas agir, on ne va rien faire, on va rester dans notre carcan habituel, dans nos habitudes.
Non. À partir du moment où on prend conscience, il est temps d'agir. Et du coup, notre deuxième point sur qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que citoyens de ce monde, c'est vraiment de revoir nos comportements d'achat. Oui. Vraiment, c'est hyper important parce que du coup, en tant qu'acteur et consommateur, on est consommateur. C'est-à-dire que du coup, vraiment, quand on agit et qu'on achète, c'est comme si on prenait un bulletin de vote et que du coup, on vote pour notre avenir commun, pour l'avenir de nos enfants, pour l'avenir de notre planète. Du coup, qu'est-ce qu'on va laisser si on achète de la daube, qu'on consomme de la daube et que du coup, on est en bout de chaîne et ça nous impacte au niveau de la santé. Voilà, c'est vraiment... tout est en interaction. On va dire que le fait d'acheter de manière responsable, ça contribue à l'économie du bonheur. C'est ça. Parce que si du coup on achète du bio par exemple, et ben du coup ça va agir sur notre santé, on sera en meilleure santé et quand on est en meilleure santé, bien évidemment, on est mieux. On est beaucoup mieux. On vit mieux tout simplement. Mais concrètement, revoir nos comportements d'achat, comment faire concrètement en fait? Du coup, quand on voit un objet ou qu'on a envie d'acheter quelque chose, il faut se poser certaines questions. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que j'ai besoin? Voilà. Est-ce que c'est un truc que j'ai pas déjà à la maison? Est-ce que quel est son impact en fait? Quel est l'impact de ce produit? Est-ce qu'il répond vraiment aux exigences de notre terre et du respect de notre environnement? Autre chose également, c'est est-ce qu'on peut le trouver dans une plateforme de seconde main? Voilà, on en connaît beaucoup des plateformes de seconde main. Il y a Vinted par exemple, il y a pour les vêtements, pour les appareils, tout le à Bon fait. Coin et tout ça. Et donc du coup, on peut se poser la question à ces différents niveaux-là, voir vraiment si c'est un achat utile, si c'est un achat responsable, si on peut le trouver éventuellement dans une plateforme de seconde main, si on ne peut pas l'emprunter éventuellement, si c'est pas vraiment juste un achat de consumérisme parce qu'on a envie de satisfaire un besoin, voilà. C'est vraiment se poser les bonnes questions avant d'acheter. Avant de consommer. Voilà, se poser 2 secondes. Juste le fait d'avoir une prise de conscience. 2 secondes pour se dire est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et là, à ce moment-là, ça peut avoir un impact énorme. Donc ce que tu dis, c'est qu'il faut mieux consommer. C'est ça. Et tu parlais aussi de recyclage? C'est ça, exactement. En fait, en termes de recyclage, quand je dis mieux consommer, c'est aussi éventuellement, par exemple, pour les gros électroménagers, voir la durée de vie de certaines pièces, si elles sont renouvelables, si elles sont disponibles pendant, par exemple, une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, s'ils sont facilement réparables. Il y a toutes ces notions-là à essayer d'anticiper et à vraiment mettre en place quand on achète. Et en termes de recyclage, c'est vraiment prendre conscience que trier nos poubelles tout simplement. Ça a l'air bête comme ça, ça a l'air hyper, vraiment, ça a l'air super mais tout le monde ne le fait pas. C'est ça, exactement. Et éviter même de jeter des déchets dans la rue. Enfin, c'est vraiment des petites choses comme ça. On le ferait pas à la maison en fait. Non. Chez soi, on jette pas les choses par terre. Oui. Chez soi, on nettoie. Chez soi, on trie. Chez soi, on range. Alors si on considère la terre comme notre grand chez nous, eh ben, on fera pareil et ce sera logique en fait. C'est ça. Exactement. Et du coup, on doit être ces acteurs du changement. Je crois que c'est ce que tu disais, ça fait partie des actions à prendre. Tout à fait. Donc en troisième chose, il y a le fait de prendre conscience de notre impact, le fait d'acheter et de consommer de manière responsable. Et la troisième chose, c'est que vraiment pour aller plus loin, c'est de devenir acteur de ce changement. Au sein de nos écoles, au sein de nos établissements, au sein des collectivités, au sein de nos entreprises, en tant que salarié ou en tant qu'entrepreneur ou même en tant que personne qui veut se faire embaucher par une entreprise en fait. Il faut vraiment que le recruteur se dise que ok, la jeune génération, elle a vraiment envie d'agir en fait dans une entreprise qui a un impact et une responsabilité sociale et environnementale. Donc par exemple en entretien d'embauche, tout simplement poser la question au recruteur, quelle est votre politique RSE? Qu'est-ce que vous faites pour l'environnement, pour le recyclage, etc. Quelle est votre vision, votre plan d'action pour les prochaines années? Donc vraiment c'est des choses là
qu'il faut oser faire. Voilà, fait. Exactement. Sortir, comme tu disais, des carcans, des choses qu'on a l'habitude de faire et sortir des sentiers battus. Quoi. Exactement. Et en fait, il ne faut pas attendre d'être professionnel dans ce domaine-là pour pouvoir agir. On le fait vraiment avec ce qu'on a fait. À notre niveau. À notre niveau. Voilà, on n'a pas besoin d'être expert dans un domaine si on a juste envie d'agir. Donc en tant que salarié, on peut faire des choses dans nos entreprises? Ah oui, complètement. Et en tant qu'étudiant, est-ce que c'est possible bien sûr, mettre en place des projets au sein de l'établissement, faire des comités où du coup il y a des échanges, des ateliers pour partager sur les actions à mettre en place sur place. Il y a en fait une association en Vendée qui s'appelle Rupture en fait. J'ai eu l'occasion de les rencontrer et c'est d'ailleurs ce qui m'a permis de construire cette association Ambassadors. Et en fait, ils mettent en place des ateliers et pour pouvoir se faire rencontrer des entrepreneurs et des entreprises, des corps de métiers différents pour qu'ils puissent se parler, échanger, voir s'ils peuvent travailler ensemble, recycler de manière différente, prendre de la hauteur en fait et construire un écosystème dans lequel du coup on peut agir et interagir pour le bien de notre planète. Super, c'est ça. Donc voilà, en tant que personne lambda citoyen, on a la possibilité d'agir et de mettre en place des choses pour faire la différence au quotidien ou ailleurs. Et du coup, pour tu parlais des personnes qui sont entrepreneurs, des personnes qui veulent créer et entreprendre. Comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place des choses respectueuses donc, de l'environnement? Alors, en tant qu'entreprise ou entrepreneur, l'idée, c'est vraiment d'observer la nature et de voir comment se met en place les écosystèmes pour s'en inspirer et le transposer dans un business model qui soit économiquement viable et faisable. Gunther Pauli, en fait, c'est un économiste belge et entrepreneur qui met en place plein de projets différents qui sont inspirés de la nature. Et c'est vraiment une personnalité que je vous invite à découvrir. Voilà, il y a plein de vidéos sur YouTube. D'ailleurs, il a lancé le programme Super France, dans lequel il a fait le tour de plusieurs villes de France avec Idriss Aberkane. Et en fait, ils ont échangé avec des élus, des entrepreneurs, des associations et différentes catégories de personnes pour pouvoir impulser une dynamique créatrice d'emploi, une dynamique qui permet vraiment de s'inspirer de la nature et de mettre en place des entreprises qui respectent et qui utilisent la nature comme modèle pour transformer notre écosystème et notre monde dans l'entreprise. Pour illustrer en fait ce modèle économique viable, c'est qu'à partir de déchets, en fait, on utilise les déchets comme une ressource. Donc, par exemple, voilà, c'est bientôt les fêtes de Noël. Donc, les Français sont friands de tout ce qui est huîtres, escargots, etc. Et donc, la problématique, c'est les déchets que pose cette consommation. Voilà, jusque-là, on jetait les coquillages, les coquilles vides à la poubelle, alors qu'on peut les utiliser pour les transformer en poudre et pour créer en fait des contenants, des emballages pour les produits cosmétiques, etc. Il y a une entreprise en fait qui s'appelle Nutralia, qui travaille sur ce sujet justement pour essayer de développer des contenants qui soient le plus éco-responsables possible. Donc vraiment, c'est des choses qui sont faisables. Alors ce que tu appelles business model, c'est quand au lieu de voir quelque chose comme un problème, on l'utilise comme une ressource ou comme une deuxième création, un peu, une recréation, c'est ça? Exactement. En fait, c'est utiliser les déchets comme une opportunité et ne pas regarder les déchets comme juste des déchets voilà, qu'on jette à la poubelle ou qu'on jette et qu'on enfouit, alors que ça peut être une source d'argent, tout simplement. Oui, une source de revenus en fait. C'est pour ça que ça s'appelle un business model. C'est ça. Pour qu'en fait, ce soit quelque chose qui puisse créer de l'emploi, comme tu disais tout à l'heure, et faire rentrer de l'argent. C'est ça. Tout en respectant la nature. Voilà, ça existe en fait. Il y a des modèles qui sont mis en place, qui respectent la nature et qui permettent de se dégager un revenu. Voilà les 3 mots clés. S'informer, agir et transmettre. C'est ça. Pour transmettre un héritage à son entourage, mais surtout aux générations
futur. C'est ça. Et enfin, une dernière chose à faire. Face à ce constat alarmant, face à toutes ces choses qu'on a pu dire, c'est alarmant, c'est la catastrophe. Une dernière chose à faire, continuer de rêver. Rêver d'une vie meilleure en termes de santé, en termes de qualité de vie, en termes d'économie, en termes de politique, en termes d'interaction, en termes social, que nous puissions vraiment rêver d'une qualité de vie qui fait sens, que nous puissions vraiment abandonner la surconsommation, le capitalisme, le besoin égoïste et égocentrique, le luxe et toutes ces choses, l'opulence, la course à la richesse, que nous puissions vraiment vivre une vie qui fait sens et qui est en harmonie avec les écosystèmes naturels, parce que nous croyons que c'est le cours des choses en fait, et que nous, l'homme, tant que nous comprenons pas ces choses, nous allons passer vraiment à côté des merveilles de ce que la création et la nature a à nous offrir. Il faut se concentrer sur l'être et le devenir plutôt que sur l'avoir à n'importe quel prix. On dit aussi que tout ce qui coûte ma paix intérieure vaut cher. Et nous, à la Moisson et avec l'association Ambassadors, nous disons que tout ce qui coûte l'avenir de l'humanité et l'équilibre de la nature et de la création coûte vraiment beaucoup trop cher. C'est hors de prix en fait. C'est vraiment hors de prix. C'est pas possible. Voilà pourquoi notre invitée Karima a créé une association qui s'appelle Ambassadors. Est-ce que tu veux bien nous présenter ton association? Oui. Alors, l'idée d'ambassadeur, en fait, ça vient du mot ambassadeur. En tant qu'ambassadeur, de manière générale, c'est une personne qui représente un pays, une marque, et qui du coup la met en avant pour qu'elle puisse prospérer, qu'elle puisse croître. Donc vraiment, un ambassadeur, c'est quelqu'un d'important qui inspire une certaine paix et un certain équilibre, vraiment quelque chose de positif. Donc j'ai voulu en fait donner ce nom à l'association. En fait, c'est que on est tous des ambassadeurs de la Terre. Il faut vraiment se mettre dans l'idée qu'on est tous acteurs et qu'on peut agir pour le bien de notre planète, être le porte-parole de notre planète et du coup porter fièrement ces valeurs, les mettre en avant et ne pas être frileux ou avoir peur ou se dire non, je suis pas à ma place ou je peux pas faire ou je sais pas. Non, vous êtes tous, à partir du moment où on est citoyen de cette planète, on est tous ambassadeurs de la Terre, donc on peut tous agir. Donc, en fait, l'idée de l'association, c'est vraiment d'accompagner l'éveil des consciences, que ce soit au sein de nos établissements, de nos écoles, de nos entreprises, en tant que salariés, entrepreneurs, voilà, à tous les niveaux, c'est de participer à cet effort d'être conscient de notre impact, de s'informer, du coup, d'agir et du coup, transmettre aux générations futures, parce que qu'est-ce qu'on va leur laisser à ces générations futures si on continue comme ça? Vraiment, c'est de mettre en place et de relier toutes les initiatives locales pour qu'on puisse construire un écosystème au sein de notre société pour qu'elle soit plus humaine, qu'elle soit plus éthique et en harmonie avec notre environnement. Donc vraiment, j'ai à cœur en fait d'essayer de lancer des sujets économiques qui sont viables et qui sont respectueux de l'environnement. Donc, s'il y a des idées, des choses auxquelles vous pouvez penser, éventuellement les partager pour qu'on puisse travailler ensemble et agir et continuer. Ambassadeur, c'est aussi le fait de changer nos pratiques au sein de nos entreprises. Et à tous les niveaux en fait, parce que dans nos vies au quotidien, dans nos familles, dans nos choix, dans notre consommation, dans nos pensées aussi. Exactement. Et en fait, l'idée aussi, c'est de créer des liens entre les jeunes et les entreprises, et éventuellement les personnes d'un certain âge, pour avoir vraiment un pont entre toutes ces générations, qu'on puisse continuer à communiquer, à cohabiter ensemble et apporter des solutions concrètes, favoriser des synergies entre tous les projets. Donc voilà, ambassadeur, c'est tout ça. C'est si vous avez des idées, envie d'échanger, de trouver des solutions, d'avancer ensemble, ou même de vous informer, voilà, de juste de vous sensibiliser à tous les niveaux. Vous êtes bienvenus. Les bienvenus chez Ambassadors. C'est ça, exactement. Donc, en tant qu'acteurs et ambassadeurs,
vous vous inspirez des bonnes pratiques. Vous agissez dans votre quotidien avec ce que vous avez, tel que vous êtes. Et vous transmettez un héritage dont vous pouvez être fiers aux générations futures. Merci d'avoir assisté à cette session bonus spéciale écologie. Nous espérons avoir répondu à toutes tes questions. Mais si tu en as encore, n'hésite pas à te rapprocher de l'association Ambassadors ou de l'association La Moisson et nous serons ravis de t'aiguiller. Nous serons ravis de t'informer. Nous espérons que tu as passé un bon moment, un bon séminaire. Et n'oublie pas, tu es acteur de ta vie, tu es acteur de ton cœur, tu es acteur de ton corps, tu es acteur de tes pensées et tu es acteur de cette belle planète Terre. À très bientôt. Au revoir.